30 previews. En 22 jours. 22 jours. La preview des Rockets. La meilleure preview de la série, c'est sûr et certain. Ils Ouais. sont intouchables. C'est Sur sûr. cette intersaison, Exactement. ils sont intouchables les Rockets. Intouchables. On vous donne des petits snippets de ce qui s'est passé en coulisses. Les Rockets devaient être prévus bien plus tôt. Quand on a vu le bordel, on a commencé à bouger l'agenda dans tous les sens. On s'est dit, attends, on peut pas la tourner aujourd'hui. Si ça se trouve, Harden, il va se faire trade. Attends, Westbrook il vient de partir. Merde. Oh putain. Mince. On peut pas décaler la Wizards, du coup. Ouais. Eh, ça a été le bordel total, mais donc aujourd'hui, on va bien s'occuper des Rockets. Et quel timing merveilleux pour s'occuper de cette preview, vu ce qui s'est dit encore ces dernières heures. Alex, c'était quoi l'indice ? L'indice, c'était Pink Paradise. Voilà. Franchement, l'indice pareil, plus facile de la série, ça. Établissement, Indice évident. établissement très respecté par les James autorités locales. Par James Harden, quand il vient à Paris, il prend une chambre au Pink Paradise. Le jersey, il est retiré, il est là-haut, il est au plafond comme on dit. Enfin bref, vous allez vous régaler et nous aussi. Ce sont les 30 previews en 22 jours, la série préférée de votre joueur préféré, surtout lorsqu'il fait Make It Rain au Pink Paradise. Vous le connaissez, le classique avec toutes les sections habituelles, Gérard d'or, Question de la mort, 5 majeurs et compagnie. On arrive tout près de la reprise de la saison NBA, ça y est là, on est dans le dernier virage, c'est dans quelques jours Alex. Et ouais, nous sommes à 3 jours, C'est ça. 3 nuits, 3 dodos. 3 dodos. Un dodo, 2 dodos, 3 dodos. Ouais, à 3 dodos, d'avoir une nuit sans dodo, mais avec de la NBA. Ou un dodo et 2 nuits blanches au Pink Paradise. Ça c'est après, chacun son rythme. Chacun son délire. 3 fois 24 Tout à heures, on va fait. dire. Voilà. Tout le monde est sur son poids de forme. Exactement. Nickel. Tout le monde est sur sa diète. Tout le monde est au max. James Harden. Ouais, pour abuser du quinoa pamplemousse, on les voit là. Ah bah on les tout voit, à ceux fait. qui ont abusé du quinoa pamplemousse pendant l'intersaison. Le combo full naked plus chicken wings, on le connaît, il est absolument magnifique. Évidemment, les infos principales, on vous les redonne comme d'habitude. C'est Léonce qui est à la prod. On fait la bise à toute la rédaction qui va vous fournir des bêtes d'articles sur la saison à venir. Giovanni, Nicolas et Ben qui seront là pour bien se fendre la gueule sur les Rockets notamment. Ah bah là, tout le monde va pouvoir en profiter, là, c'est ça l'avantage. Tout à fait. Et puis la Trash Talk Fantasy League qui elle aussi reprend dans quelques jours. On aura l'occasion de bien client de s'éclater. Trash Talk Fantasy League, hein, pour mettre des carottes, à mon avis, c'est l'équipe à éviter totale. Alors oui, après excellent spot sur lequel mettre et excellent spot où il y a des joueurs dedans aussi. Hein, on peut avoir dans les deux sens, on peut avoir un peu de tout. Ça peut marcher, enfin ils peuvent te baiser la gueule quand même, tu sais, c'est l'équipe, tu crois que ça va scorer à fond, et en fait ils te font un gros match lockdown defense, tu sais pas pourquoi, ça tombe sur ton pic TTFL, t'es saoulé. Exactement, 15 avec Harden comme on dit dans le jargon. Ça c'est la spéciale de Giovanni. Du coup, on va pas perdre de temps parce qu'on a tellement de choses à dire dans cette preview et on s'est régalé. Moi je me suis mis sur mon habit funéraire, il y a le chat noir qui est ici, il y a Bibi bientôt transféré qui est là. En tout cas, au moment où on parle, toi t'as mis Westbrook. Moi j'ai mis la version old du Collector. LeBron, la brute, le truand avec Westbrook La version collector. en bleu. Tout à fait. En bleu. À l'époque. Mais il peut. Et puis aujourd'hui, tu vois, genre, Aujourd'hui, il peut être en bleu, blanc, rouge. C'est rapproché du bleu quand même. C'est ça, du côté de Washington. On va pas perdre plus de temps, on va donc se faire tout de suite un coup d'œil dans le rétroviseur. Alors, autant vous le dire tout de suite, sur les sections à venir, il va falloir prendre son temps. Cette vidéo risque de durer 3h15. Le coup d'œil dans le rétro des Rockets. J'ai envie de faire dans le chronologique. Parce que quand on fait le coup d'œil dans le rétro des Rockets, Alex, Free Hong Kong, quand même, faut dire les choses. Ça démarre fort. Daryl, il veut la paix dans le monde, tout ça. Ça démarre par un gros tweet de Daryl Morey retiré très peu de temps après, sous, on l'imagine, quelques petites pressions. Et ça démarre par t'es pas encore dans la saison régulière, que t'es déjà en conflit avec la CBA, exactement. Chinese Basketball Association. Bon, voilà, super, ça met l'ambiance. C'est ça, super ambiance. Ça met tout de suite l'ambiance pour une saison qui va être extraordinaire, puisque quelques mois auparavant, il y a Russell Westbrook qui débarque dans un gros transfert, parce que le poteau James Harden a dit que j'aimerais bien jouer avec mon Brody, avec qui j'étais à OKC.
bye bye Chris Paul, en espérant qu'il fasse une bonne saison au Thunder, on verra. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à Houston, ça démarre avec Mike D'Antoni, avec Russell Westbrook, avec James Harden. Et autant sur le début de saison, on a un gros James Harden et quelques questions sur Russell Westbrook, autant assez rapidement dans la saison, on a un très très gros Brody sur début 2020 et James Harden qui laisse un peu plus la place. On a eu un gros Westbrook quand même. Ouais, il s'adapte, il trouve son rythme, le Westbrook. Je pense aussi qu'il y a eu aussi le trade de Capella qui a pas mal ouvert des choses pour Westbrook. Ça lui a permis de jouer pivot, tu vois, pour prendre les rebonds, c'est quand même pratique. Impossible de faire le coup d'œil dans le rétro sans de parler de l'effet malheureux de rétrécissement de l'effectif des Rockets qui soudainement est passé de 2,04 m de moyenne à 1,65 m. On a eu le transfert tout à fait de Clint Capella et l'absence totale de pivot par la suite. Bon, sans no disrespect envers Isaiah Hartenstein, hein. Mais le tiny ball de Daryl Morey, Alex, on s'est tellement marré à partir de février, c'était dingue. Non, mais c'était une punchline permanente. Le pire, c'est que moi j'y ai cru, malgré la saison régulière en demi-teinte. Je me suis toujours dit, tiens, c'est le genre d'équipe avec leur style jusque-boutiste. S'ils arrivent à trouver quelques petites adaptations, quelques petites subtilités tactiques, ils peuvent vraiment devenir extrêmement chiants à jouer. Bon, malheureusement pour eux, pas pour moi je m'en fous d'avoir raison ou tort. Malheureusement pour eux, il y a eu zéro adaptation tactique sur un sujet de small ball poussé à l'extrême qu'aurait mérité de réfléchir principalement à comment tu attaques, comment tu défends. On avait compris quoi, ils veulent tout switcher, pas trop se poser de questions, puisque de toute façon PJ Tucker ou Covington, grosso modo, qui ont joué pivot, sont à peine plus grands que James Harden. Donc de toute façon, c'est ça, t'as dû jouer avec Jeff Green, Robert Covington et PJ Tucker sur ton secteur intérieur. C'était tes pivots, il fallait te démerder avec eux. Et du il y a 5 ans, c'était une rotation dans l'aile, ça. Hein. Exactement, donc le côté laboratoire, expérimentation totale, on va, comme tu le disais, jusqu'au bout avec Daryl Morey et Mike D'Antoni. On est à l'apex du Morey Basketball et de Mike D'Antoni. Genre, allons-y, redéfinissons les règles du basket en mettant 5 petits et démerdez-vous pour switcher. Bon, ça a été sympa sur le concept pendant quelques matchs. Ce qu'on a vu surtout par la suite, c'est que après la suspension de la NBA et le retour, bon... Mike, moi, celui qui m'a le plus déçu dans tout ça, c'est même pas Westbrook ou Harden, clairement, c'est Mike D'Antoni. Clairement, même si les deux stars, attention, hein, on aura des choses, on va en parler évidemment, hein, mais Mike D'Antoni, genre, le type s'est même pas fait chier, il a fait non, mais on joue comme ça, c'est bon, vas-y. On va pas forcément trop s'ajuster, ouais, shootons, exactement. Après, on a eu quelques belles perfs. Il faut qu'on mette quand même du positif. On a eu du Ben McLemore, on a eu du Austin Rivers. Il y a certains garçons qui ont essayé de contribuer comme ils pouvaient. Chris Clemons, dont on va pouvoir reparler par la suite, qui ont aussi fait quelques perfs. Mais c'est vrai que Daniel House, il a fait de son mieux là. Oui, c'est ça. Tu as eu certains gars qui ont fait le travail, mais il n'empêche que quand tu démarres là les playoffs, tu as ces incertitudes au niveau physique concernant Russell Westbrook, puisque tu as une petite blessure, si je dis pas de bêtises, pour Westbrook. Tu sais pas s'il va vraiment pouvoir démarrer le premier tour des playoffs. Tu t'arraches la gueule contre le Thunder de Chris Paul, avec qui tu avais fait le transfert la saison précédente. Tu te bats en 7 avec James Harden qui contre notre ami Luguensdort. Quelle action extraordinaire, le leadership. Ouais, je suis un défenseur. Ouais, je défends trop bien. Et où le strip ? Pardon. Exactement. Il y en a pas dans la bulle. Il y a pas dans la bulle. Ça ? Pardon. Ouais, comment ça, pardon. Tu m'étonnes qu'ils ont vite giclé. Tu m'étonnes qu'ils ont implosé. Attention, on n'utilise pas le terme giclé, Alex, dans cette preview. Mais donc, en effet, on a les Rockets qui passent ce tour et on se dit, formidable, ils vont jouer les Lakers. Alors là, j'ai très très hâte de voir Anthony Davis défendu par PJ Tucker, frère. Je peux te dire qu'il va se le mettre dans la poche inférieure et extérieure. N'empêche qu'après le premier match, il y avait quand même tout un courant qui était là, genre, on vous l'avait dit. Les Lakers ne peuvent pas s'adapter au small ball des Rockets. Il n'y avait pas 1-0 pour les. Dit. Il n'y avait pas 1-0 pour les Blazers aussi au tour précédent. Si. Ouais. 1-0. Davis, il a vu un comme ça, il a fait. D'accord, ouais. D'accord. Bon. Excusez-moi, les nains. Alors, bonjour. Excusez-moi, les 5 nains là. À partir de maintenant, je vais mettre 35 points, je vais prendre 14 rebonds. Quelqu'un a quelque chose à redire ? Non. C'est ça. Voilà, merci. Ah merde, quand on met Caruso sur un de nos All-Stars, en fait, ça bug. Là, à ce moment-là, par rapport à Mike D'Antoni que tu critiquais tout à l'heure, on a vu aussi des performances de Westbrook, tête baissée, les œillères, où ça n'allait pas. On a vu du James Harden qui restait sur son créneau, et du coup, ça ne fonctionnait pas. Faire des step back, là. Dans les faits,
dans les faits, tu as quand même une saison des Rockets où tu es allé dans l'eau de l'Ouest, mais tu n'es pas tout en haut de l'Ouest comme on l'avait mis dans les previews, parce que j'ai re-regardé les previews de l'année dernière. Alex, nous on a vu Westbrook plus Harden plus Mike D'Antoni plus Daryl Morey, on a fait genre what the fuck. Ah mais moi j'ai pas peur de le dire, moi je suis hyper déçu de cette saison, c'est de la mi-teinte un peu moche. Non attends, c'est dégueulasse. Quoi ? C'est même, tu peux y aller, c'est même complètement dégueulasse. Je suis très déçu de Mike D'Antoni comme j'ai dit, et je suis très déçu des comportements, body language et propositions tactiques de nos deux anciens MVP. Westbrook, en fait je suis déçu mais je suis pas trop surpris parce que j'adore la bête. Mais je sais aussi que le gars ne joue au basket que d'une seule manière, un peu, tu vois. Je suis très déçu de James Harden, qui tu as été surpris comme oui, je trouve qu'il a beaucoup trop forcé, beaucoup trop step back, beaucoup trop ISO. Il a pas amené assez de pick and roll. Mais il y a eu des saisons meilleures que ça de James Harden en tant que comment dire, que maestro offensif. Il s'est bouffé la queue, de toute façon, c'est simple, on va en reparler dans d'autres séquences. Ouais, c'est vrai que c'est un scoreur incroyable, je dis pas le contraire, mais en fait, je pense que il est sur son plancher, puis ça lui va, quoi. Il essaye pas d'atteindre son plafond en termes de win collective. Alors, et ça me casse les couilles. Non, mais évidemment, pareil ici. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, on a eu des saisons qui sont un peu meilleures de la part de James Harden. Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup non plus de monde qui est surpris parce qu'on a eu toujours un maestro qui était à plus de 35 points de moyenne, qui a fait son playmaking et son scoring. Non, mais il n'empêche. Les stats sont ouf. Et il a permis quand même à une séquence dans l'année, comme on en parlait début 2020, à un Westbrook parfois de reprendre un peu le lead et de mettre les Rockets sur une bonne rampe de lancement. C'est indéniable. Après, c'est quand on s'est ramené en playoff qu'on a eu la même bis repetita, c'est-à-dire qu'on a fait les mêmes previews avec les mêmes questions, on se regardait avec Alex. Alors la question de cette série, c'est savoir si James Harden va pouvoir passer un cap, sauf que cette question on la pose depuis 2016, on a eu parfois les finales de conférence, mais sinon c'est tout, quoi. C'est un vrai cap tactique en plus, c'est-à-dire que moi à chaque fois, je crois que les mecs vont se rendre compte que quand t'es James Harden et que t'es à 2 sur 11 à 3 points à la mi-temps, il est grand temps d'arrêter les step back et de driver. Puisque quand tu te mets à driver, personne ne peut te jouer. Personne ne peut. Même les prises à deux, on le voit bien, il est capable de la lâcher trop intelligemment. Et quand il y a du Eric Gordon, du Daniel House, du PJ Tucker, enfin avec leur small ball, le Robert Covington, il y a des shooters un peu partout. C'est compliqué de prendre à deux James Harden et de tenir Houston efficacement si James Harden fait un effort. Ah mais oui. Et quand il le fait, ça se passe bien, mais en fait, il le fait pas assez pour être un vrai leader qui gagne, en fait. Après, du coup, voilà, j'y ai beaucoup cru et du coup, j'étais pas mal déçu. Non, mais je pense qu'on est nombreux. Beaucoup de gens m'ont dit t'es fou et tout. Mais non, mais Alex, on était nombreux à y croire. T'es pas seul sur ton navire. On était nombreux à croire aux Rockets. On était nombreux à croire à James Harden. Faut pas non plus. Parce que là, il y a des gens qui peuvent débarquer et se dire tiens, c'est marrant, les Rockets ont fait une saison à 30 victoires et Harden était à 18 points de moyenne. Harden est dans le top 3 du classement MVP. On a eu des grosses performances. Donc en fait, t'es juste déçu parce que ça ressemble à un scénario que tu as déjà connu. Et tu sors en demi-finale sans avoir à un seul moment laissé croire, hormis le Game 1, que t'allais pouvoir être un vrai prétendant au titre. La question de prétendant au titre, elle n'a pas duré aussi longtemps que ça en fait. Non, mais je suis d'accord, mais même en régulière, en fait, il y a plein de matchs où on en avait même fait un apéro. Où on a dit, tiens, t'as vu ce genre de match. Non, mais je veux dire, combien de fois en régulière tu as vu le match que tu as revu ensuite en play-off parce qu'ils sont incapables, personne, ni Mike D'Antoni, ni James Harden, les deux là, ils sont incapables de se remettre en question, mais c'est pour ça que une demi-seconde, quoi. C'est pour ça que sur certains matchs, certains soirs de régulière, en effet, on a eu ça. Il y avait un match notamment face aux Sixers, dont je me souviens bien à domicile, et d'autres grosses performances dont ils sont capables. C'est typiquement ça. C'est un très très bon match des Rockets, et on sort de là, on s'est croisés, toi et moi, ou avec des gars de la rédaction, on a fait genre waouh, quand ces deux évoluent à ce niveau-là, ok. Et puis en fait, 48 heures plus tard, tu mènes face au Jazz et tu te prends le shoot de Bogdanovic dans la gueule parce que tu n'as pas su exécuter, pas su t'ajuster défensivement et pas su faire tourner le ballon. Aussi, c'était chum, bien sûr. Et donc du coup, t'as ces espèces de montagnes russes dégueulasses. En fait, c'est pas les Houston Rockets, c'est Houston Roller Coasters. Du coup, voilà pour ce coup d'œil dans le rétro, sauf si t'avais quelque chose à ajouter. Non, juste voilà, ma déception, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Je dis pas que James Harden n'a pas fait une grosse saison, je dis que ma déception, elle est due au fait que j'aurais aimé qu'un tel pari tactique soit poussé au bout comme ils l'ont fait, mais de manière, ce que moi j'estime plus intelligente. Là, j'ai trouvé que ça a été fait de manière un peu bourrin, quoi.
sans réfléchir, c'était sans s'adapter. C'était aller jusqu'au bout et c'était ce qu'on avait annoncé notamment en février dernier. Du coup, évidemment, il y a eu des mouvements, 2-3. J'ai l'impression que le marché de l'automne, ça va être assez drôle. Tu n'as pas remarqué, il s'est passé des trucs ? Non, je te propose qu'on regarde ça tout de suite dans le marché de l'automne. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'hésite à cliquer sur le gros tableau. Oh bah dis donc, Qu'est-ce qu'on a ? Alex, je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être le syndicat des strippers qui prolonge ? J'avais pas vu. Je me suis permis. Ils s'en vont. Wow, allez, commençons tout de suite. Ils s'en vont parce que on va le faire dans l'ordre chronologique si ça te va. Des départs. Nous avons Mike D'Antoni en sortie de saison. Je vous l'ai mis tout en bas. Il y a Mike D'Antoni en fin de saison là quand les playoffs sont terminés. Merci, ça dégage. Ouais. Daryl Morey dans la foulée. Ouais. Russell Westbrook transfert. Russell Westbrook, en fait, on se pointe. Comme ça, on est dans le prolongement du coup dans le rétro. On se pointe là. C'était quand là ? C'était en novembre, un peu avant la draft, quoi. Ouais. C'était quand exactement les rumeurs qu'elles ont commencé ? Je m'en rappelle plus. C'était en octobre-novembre. Ouais, c'est ça, fin octobre, début novembre, par là. Là, ça commence. Là, on voit là, genre Russell Westbrook veut se casser de Houston. On est là, genre what the fuck ? Et à côté, il y a James Harden, il veut se casser et il veut Brooklyn. Je ne l'ai pas mis ça commence comme ça. Oui, je tiens à le préciser. Au moment où on parle, je ne l'ai pas mis dans le tableau. Il n'y a pas James Harden. Attention, parce que cette phrase, elle va être réutilisée beaucoup au moment où on parle. C'est très très important parce que, comme on vous l'a dit en intro, on ne savait pas quand tourner cette preview. Là, on tourne. On est sur une situation où James Harden porte encore le maillot des Rockets. Voilà, enfin le maillot, le drap. Parce que là... Le manteau. Le kawaii des Rockets. En tout cas, Russell Westbrook, et d'ailleurs, on en a même parlé, je sais plus dans quelle vidéo c'était, où on avait fait un point trade et tout, où moi j'avais dit, ou toi, ou moi, ou je sais plus, on avait dit genre, ouais, tout ça, là, ce marché un peu chelou... Il y a vraiment les cas Westbrook, John Wall et James Harden qui illustrent bien un peu comment le marché est compliqué en ce moment, parce que quand tu as un énorme contrat comme ça, t'es compliqué à trader. Exactement, c'est ce qui te permet de prolonger Paul George aux Clippers. On en parlera dans une autre vidéo. Raphaël Stone, qui est le nouveau GM qui a pris la place de Daryl Morey. Oui. J'imagine tu l'as mis dans les arrivées. Je l'ai mis dans les arrivées. Attention, je l'ai mis dans les arrivées, mais c'est un changement de poste puisqu'il était déjà là, Raphaël Stone. Il était déjà là. En fait, il est monté dans la hiérarchie. Il est monté en grade. On va dire comme ça, ouais. C'est ça. Lui, il a réussi à nous mettre en place un swap. Et donc, dans les arrivées, vous avez John Wall et dans les départs, vous avez Russell Westbrook. C'est un swap de contrat pur et simple. C'est ça. Maintenant, par rapport au reste, quand on refait donc le chronologique, tu venais d'expliquer par rapport à Westbrook. Tu as Mike D'Antoni qui part en sortie de saison. Tu as Daryl Morey qui s'en va du côté de Philadelphie. Tu as Russell Westbrook qui est transféré. On a du Robert Covington qui lui aussi a été transféré parce qu'on avait quand même eu un joli petit trade du côté de Portland. Il y a Austin Rivers qui a été signé à New York. On a Jeff Green. Grosse signature. Tout à fait, il y a Jeff Green qui est parti, lui, du côté de Brooklyn. On a Isaiah Hartenstein qui, lui, est allé à Denver. Bref, quand on voit les mouvements qu'il y a eu en l'espace de 2 mois, on parlait de cette intersaison extrêmement courte, les Rockets ont fait un nettoyage total. Et donc, tu sentais que Quasi, parce qu'en effet, il reste des gars dont on va devoir parler, PJ Tucker et James Harden. Mais tu as tous ces gars-là qui partent, qui font partie quand même du groupe et qui sont importants. Alors certes, tu prolonges Bruno Caboclo, mais... En fait, il y a quasiment pas eu une semaine depuis mi-septembre où on n'a pas eu les Rockets dans l'actu, parce que même au moment où ça se calme un peu, tu te dis « Hey, DeMarcus Cousins, c'est de retour !» Ouais. On a signé Christian Wood. Enfin, ça ne s'arrête pas, en fait. Ah, mais il a bougé, Raphaël Stone. Hein. Il est vraiment en mode... En fait, au moment où on parle, on ne sait pas où sera James Harden dans quelques jours. Si, moi je sais. Ah ouais ? Bon, tu me diras ça tout à l'heure. À Las Vegas, pardon. Si Las Vegas avait une franchise NBA... Oh putain. Ah, mais mon gars... On a déjà un prési-joueur. On a déjà eu un franchise player. On a déjà eu un prési-GM joueur, ou pas ? Non, prési-GM, tu prends Dennis Rodman, et en franchise player, t'as James Harden. T'es bien ? Bien sûr. T'as les deux joueurs et front office les plus heureux du monde. C'est ça. Bref... Raphaël Stone était en train de parler. Tout à fait. Raphaël Stone était en train d'en parler. Il a fait beaucoup de mouvements. Dès qu'il est arrivé, il savait qu'il y avait des choses à faire. Il y a
Stephen Silas quand même, dont on parle à peine. Parce que Dieu sait s'il Le a été... pauvre. Le pauvre. Il a été recruté et il arrive dans une sauce particulière. Stephen Silas, ancien assistant de Rick Carlisle à Dallas, qui change juste, allez, il prend la caisse et il fait quelques kilomètres en bagnole pour rester dans le Texas, il va à Houston. Tu débarques, on te dit, on va voir quel groupe tu auras, et au moment où tu arrives, allô, allô? Oui, James, c'est ton coach. Tu sais, ton coach de basketball. Est-ce que tu peux juste me dire où tu seras demain? Parce qu'on a entraînement, en fait. La bise, c'est Stéphane. Ah, la violence. Waouh, la violence, la violence, la violence, la violence. Le mec, il est arrivé, on lui a dit tiens, ah oui, t'es le nouveau coach? Ouais, bah attends, tais-toi s'il te plaît. Tu t'assois là, puis tu nous laisses gérer, parce que pour l'instant, on n'a pas de groupe. C'est qui? Ah, Et donc, pourquoi il y a c'est John Wall dans le compliqué pour vestiaire? l'instant. Qu'est-ce que tu fous là? T'as été transféré? Mais qu'est-ce qu'il fout John là? Wall qui réplique pour amener son leadership et sa clairvoyance. Demarcus Cousins qui réplique pour amener son calme, son autorité naturelle et comment dire, pour son leadership lui aussi, magnifique. 2 joueurs qui permettent au staff médical des Rockets d'être en sérénité totale quand même sur les 24 prochains mois. Christian Wood qui a pris donc, petite reprécision suite à la preview Pistons, c'est bien 40 ou 41 millions sur 3 ans qu'il a pris Christian Wood. Tout à fait, d'ailleurs on est sur un joli petit running gag chez les Rockets, on en profite parce qu'entre Raphaël Stone et Christian Wood, on attend Michael Rock, comme ça on aura Pierre Feuille Ciseaux. Michael Rock, ouais, on est pas mal, ouais. Il y a un sacré, mais il y a John Wall aussi pour les briques. Il y a le mur, il y a la pierre. Ah non, il y a les cousins. Le bois, ah mais il y a le marron. Non mais si vous aimez. Il y a du monde, hein. Si vous fait. aimez la traduction française des noms américains, il y a du silex. Ah non, il y a tout ce qu'il faut. Plaisir. À propos de petits plaisirs, je reviendrai sur Christian Wood plus tard. À propos de petits plaisirs, pardon, mais on parle quand même d'une équipe qui vient d'inclure dans son groupe, là tu l'as mis, mais il y a Kenyon Martin Jr. Pardon, Kenyon Martin Jr., le fils de Kenyon Martin. Et Trey Morning, qui est le fils d'Alonzo. Non mais attends. Il y a une équipe des Rockets où il y a le fils d'Alonzo Mourning et le fils de Kenyon Martin. Avec Demarcus Cousins et John Wall. C'est magnifique. Non, c'est pas mal. Et en attendant, évidemment, un des 7 enfants de James Harden qu'il a procréé dans des salles qu'on ne mentionnera pas. Voilà, on mentionnera Paradise. Trêve de blagues. On a beaucoup parlé, évidemment, de ce qui a été marrant et marquant sur ces dernières semaines. Mais on ne peut pas nier le fait qu'à Houston... On avait déjà eu d'énormes décisions qui avaient été prises en cours de saison précédente. Tu en parlais avec Clint Capella notamment. Et ce tiny ball qui était poussé au max. Là, de voir, c'est très très rare de voir en un espace-temps aussi court, autant de changements de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'on parle de présidence des opérations basket, general management, franchise player prochainement, le reste du groupe. Je veux dire, c'est une explosion totale. En attendant le feu d'artifice final. Ton théorème de quand t'as un bon proprio. Alors, je rappelle, là, merci. Tillman Fertitta, si tu regardes cette vidéo, oui. on pense à toi. On pense à toi très fort. Je rappelle tout à fait, merci pour cette perche tendue, Alex. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais tweeté il y a quelques années. Rappelez-vous, si vous avez un bon propriétaire et un bon GM, vous pouvez dormir tranquille. Depuis l'arrivée de Tillman Fertitta à Houston, ça dort mal, hein. On a perdu en espérance de vie chez tous les fans des Rockets. Ah bah là, ça dort très très mal, hein. Attention. Nabil, que fais-tu? Oh là 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 là. Où en es-tu, Nabil? Très mal. Donc voilà pour le gros tableau. Alex, j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on peut rajouter en fait. Waouh. Bah, je pense qu'on peut. Je suis pas très croyant, mais là, je pense que exceptionnellement, je vais aller brûler un petit cierge quand même pour Stephen Silas. Parce que l'autre. Tu vois, monter une rotation, un 5 majeur, tout ça, avec ça, là... Et le mec, il sait même pas ce qu'il aura dans son groupe dans 2 mois. Hein. Il sait mais pas dans 2 jours Mais dans 2 jours Non, mais il sait pas ce qu'il aura dans 2 jours, ni dans 2 semaines, ni dans 2 mois, ni tout. Alors là, attention, l'autre, il est dans l'inconnu total. Hein. Non, c'est très clair. Stephen Silas qui a en effet récupéré beaucoup de louanges de la part de la Planète Basket et de l'association des coachs, puisqu'il débarque dans un contexte assez particulier, dans une saison hyper particulière. Et en effet, il va devoir qu'il compose un 5 majeur. Bah ouais, va falloir. Hein. Allez, on va regarder tout de suite le Houston Basketball. 3, 2, 1, c'est parti. Le 5 majeur, Alex, on tend le point. Il y a un meneur, 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 et il y a un meneur.
Il y a 5 joueurs. C'est plus vrai. Ce n'est plus la même. Avec Raphaël Stone, Tout a changé. on revient au basket conventionnel, mon gars. Exactement. Enfin, conventionnel. 2 paniers, 48 minutes, 1 entre-deux et 4 lignes de touche. On est d'accord. Vous le savez, dans cette section, on doit avoir 5 joueurs dans le 5 majeur. Un meneur, un arrière, un ailier, un ailier fort et un pivot. Et forcément, comme pour chaque franchise, on pose la question, y a-t-il des verrous? Bah... bah ouais, il y a des verrous, franchement. Après, Stephen Silas, il va faire des choses. Mais moi, je pense qu'il y a au moins 3, voire 4 verrous. 3 sûrs. Dans les titulaires. Pour moi. Au moins 3. Et je pense peut-être 4. Après, ça va dépendre de certains trades. Ça dépendra de comment se ce qui passe ce arrive week-end. dans le trade, si tu veux. Parce que bon, voilà Oui. quoi. Mais oui, non. À la Il y a main. au moins 3 verrous. À la main, c'est John Wall. Au poste de pivot. Christian Wood. Ouais. Mais bien sûr. Au poste d'ailier fort, PJ Tucker. Si tant est qu'il soit content et qu'il reste. Parce qu'on parle beaucoup de James Harden, mais PJ Tucker, qui est un membre très important de ces dernières saisons, J'en ai marre, très important, PJ Tucker, il a fait... Genre, Moi, j'en ai un peu ras le cul, en fait. J'ai joué les 5 postes, je suis sous-payé. Vous vous foutez de ma gueule? J'avoue. Non, mais- Et franchement, un PJ Tucker à ce prix-là, mais il y a tellement d'équipes Non, mais il y a qui sont des là, genre, équipes mais qui viens, vont l'avoir. viens à la maison, maison, tu vas voir maison. Bah, c'est clair. Donc, moi, je le mets titulaire en 4 à côté de Christian Wood en 5. Et je mets John Wall à la main. Ça, c'est ma base de 5 majeurs. Pardon, je me barre, mais ça, c'est mon socle. C'est mon socle. Si je suis Stephen Silas, C'est ça. je mets pas des Marcus Cousins titulaires, je pense pas. Écoute, c'est ton choix. Je pense que Christian Wood, il peut jouer pivot. Oui, à côté oui. d'un PJ Tucker. Non, mais C'est une raquette pas si dégueu. Hein. dans la NBA actuelle, ça ira très bien. On est évidemment hyper intrigué. Moi, je suis hyper intrigué et confiant envers Stephen Silas, qui a été dans les rangs NBA depuis quelques années et qui va devoir nous faire ce 5 majeur-là. Dans la NBA moderne, il vient quand même de chez Rick Carlisle. Donc, en termes d'ajustement, il le sait aussi. Tu peux pas non plus faire des dingueries. Voilà. Tu peux avoir Christian Wood tout à fait en pivot. Si PJ Tucker est encore là, il y a PJ Tucker en ailier fort titulaire. James Harden, s'il est encore là, il est en arrière titulaire. Oui, s'il est encore là, bien sûr, il est titulaire, évidemment. James Avec Harden. John Wall, pour créer une alchimie du feu de Dieu. Bien sûr. Surtout beaucoup d'intelligence tactique. C'est ça. Et si tu veux de l'ailier, allez, Daniel House, ouais. Ouais, c'est le poste 3 On naturel. peut avoir du Eric Gordon qui peut être aussi titu, mais bon... Oh, c'est un 6e homme, c'est bien d'avoir ça en 6e homme. Après... Non, mais je suis d'accord. Le petit souci que t'as là, comme ça, que je vois au-delà même d'un éventuel trade de James Harden et de voir ce qu'il apporte ce trade comme joueur. Il y a eu des rumeurs là qu'on a vues, on verra au moment où on tourne, ce ne sont encore que des rumeurs. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le trade il est acté et c'est un blockbuster. Ce sont des choses qui arrivent. On essaye d'être le plus possible au cul du camion, mais à un moment donné, voilà. Il faut bien que la vidéo elle tourne, faut que le temps qu'elle s'upload sur YouTube, peut-être que Ben Simmons par exemple a débarqué. Si t'as ça, tu peux avoir Wall, tu peux avoir Wall à la main et tu peux avoir une raquette Ben Simmons Wood. Tout à fait. Par exemple. Avec Ben Simmons qui joue poste 4-3 là, plutôt 4 d'ailleurs, et qui a un peu la balle, et comme ça ils ont 2 playmakers, et comme ça Stephen Silas, il a un magnifique spacing entre John Wall, Ben Simmons... Tu peux avoir aussi Ben Simmons à la main et 48 Towns en pivot. Vu qu'on est sur l'intersaison la plus what the fuck de l'histoire. Non mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que on a des verrous au moment... Vous l'avez vu, on l'a fait sur certaines équipes. On sait qu'il y a des contextes assez particuliers avec certains joueurs qui sont sur le point d'être transférés où on a des incertitudes au niveau des blessures. On avait parlé notamment avec les Mavs, on ne savait pas si Porzingis allait pouvoir débuter la saison. Enfin, on savait qu'il ne pouvait pas débuter la saison. Pareil pour Kemba Walker. Et donc on disait, voilà ce qui se passe quand les joueurs sont en forme. Quand ils sont en forme ou qu'ils sont toujours sur place et pas transférés, on a John Wall, on a James Harden, on a Christian Wood, on a PJ Tucker et on a Daniel House. Je remets le sujet sur la table parce que je pense que certains aimeraient peut-être voir DeMarcus Cousins avec un poste de titulaire. J'ai l'impression qu'il peut avoir des minutes proches de titulaire, mais en sortie de banc, c'est pas mal. Sachant qu'on a quand même en DeMarcus Cousins et John Wall 2 joueurs qui n'ont pas joué depuis très longtemps et qui vont avoir du repos sur les back-to-back et une rééducation sur le terrain en fait.
Bien sûr, tu veux surtout pas forcer et que ça se reblesse. C'est ça. On parle de 2 joueurs de grand talent. Hein, ils ont leurs défauts, on s'en moque, mais il y a du talent. Ouais. Ça, par contre, Il y a un moment donné où faut voir comment ils reviennent. Mais 2 ans en arrière, un pick and roll John Wall Demarcus Cousins, pardon, bien c'est sûr. très très chiant à jouer. Alors maintenant, on va voir comment ça revient, le talon, tout bien ça. Sûr. Quel niveau capable. On a vu que John Wall, visiblement, il est au top. Non, il retrouve son explosivité, c'est très bien. On verra dans le cadre d'une saison NBA quand même. J'aime bien les camps d'été. Je veux bien voir dans le cadre d'une saison NBA. Ah, bien sûr. Mais oui. J'ai regardé un peu de pré-saison, toi aussi, j'imagine. Ouais, c'est vrai que ça a l'air de... M'étant fait tous les matchs des Rockets, évidemment, la première, en tout cas sur la pré-saison là, il est clair qu'une des... Dans ce marasme et dans cette espèce de grosse vague d'incertitude pour les fans des Rockets, le fait d'avoir John Wall et DeMarcus Cousins dans la même franchise, on en parlait depuis longtemps, quand il y en avait un à Sacramento, l'autre à Washington, on disait « Waouh, les deux boys !» On rappelle Kentucky. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, évidemment, ils ont fait leur cursus à Kentucky ensemble. Donc on s'attendait à avoir cette réunion-là. On ne savait pas si ça allait être à Washington ou à Sacramento. Il s'avère que c'est incroyable. C'est 2 ans plus tard à Houston, après avoir eu des pépins physiques énormes. Donc il y a de l'incertitude. C'est clair. Mais après, par contre, dans les rotations, tu as quand même un effectif où il y a des garçons tout à fait capables, puisque tu as Gerald Green, le garçon de la ville de Houston, qui reste dans le coin. Tu vas avoir Ben McLemore, Eric Gordon, quand même, tout à fait. David Nwaba, Sterling Brown, qui vont pouvoir contribuer. Le vrai coup chiant et qu'on n'aurait pas pu prévoir si on avait tourné la preview plus tôt, c'est que Chris Clemons vient de se faire rupture du tendon d'Achille. Ouais. Chris Clemons vient de se blesser, et puis sur le front de course... C'est super dur ça, Clemons, quand même. Clemons, c'est très relou. Putain. C'est moche pour lui déjà, et je pense que Stephen Silas comptait quand même pas trop mal sur lui dans sa rotation au moins. Moi, je l'attendais grave. Hein. En termes de minutes, non mais clairement. On avait vu des prémices pas dégueu du tout. Non, carrément. Moi aussi, j'aurais... Voilà, bon bref. Voilà, il est croisé, c'est dead, hein, il n'aura pas de saison. Non, c'est tendon d'Achille. Tendon d'Achille, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est aussi, il y a un petit souci à mon sens sur le front de courte. C'est-à-dire que, à moins que les 2 fils de Kenyon Martin et de Zoe Morning soient des belles brutasses comme leur papa, il n'y a pas trop de rotation dans le front de courte. Hein. Non, c'est sûr. C'est désagréable, mais attention. C'est-à-dire que derrière Tucker, c'est qui le remplaçant en fait un peu de Tucker ? Qui prend un peu ce poste 4 là ? Ils vont avoir Caboclo, c'est Caboclo qui va essayer d'apporter ses minutes. Ok, d'accord, ok. Bon. Ah non mais attends, moi je te dis que tu pries très fort pour que le fiston. C'est parce que tu poses la question, je te réponds 3. Caboclo. Hein, mais le fiston de Kenyon Martin c'est plus un 3, le fiston de Zoe, je pense que c'est un bon 4. Les deux, ça m'a l'air d'être des bons athlètes comme les papas, hein, la génétique, hein, ça aide bien. Maintenant, est-ce qu'ils ont le niveau ? Tu vois, le fiston Kenyon Martin, il a été drafté en fin de 2e tour. Et le fils de Morning, si je dis pas de bêtises, il était en G-League. Donc, faut voir ce qu'ils valent vraiment. Non, mais bien sûr. Potentiellement, numériquement, tu peux, surtout si DeMarcus Cousins, tu veux gérer ses minutes, tu peux avoir besoin de ces mecs-là dans ta rotation. Hein. Ah non, mais tout à fait. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, en effet, ça reste léger. Et on l'a vu, il y a eu beaucoup de mouvements. Donc là, quand on parle du 5 majeur, il y a énormément de mouvements chez les Rockets, il y a énormément d'incertitudes, et tu ne sais même pas encore si tu vas pouvoir compter sur James Harden. Si ça se trouve, si tu as un transfert, tu peux récupérer des pièces en échange d'Harden qui te permettent d'avoir plus de profondeur. Tous ces éléments sont hyper intrigants, parce que la saison approche, tu as toujours ton barbu dans ton 5 majeur, tu peux avoir un transfert aussi bien dans une semaine que dans 2 mois. Ah mais oui. Et ça, évidemment, on va devoir en parler dans un gros thème. Oui. C'est clair que là, sur le 5 majeur, on est un peu limité en termes de réflexion tactico-technique, le fameux hashtag, vu que tu peux quand même avoir le meilleur joueur de l'effectif qui est plus là bientôt, ou pas bientôt, ou les rumeurs, elles vont continuer pendant des mois. On sait très bien que ce genre de rumeurs de fond sur un franchise player, c'est l'enfer pour construire pour un coach. Enfin, tu vois. Exactement. Est-ce que tu fais jouer James Harden même s'il y a des rumeurs ou qu'il y a un trade en cours, par exemple ? Eh bien justement, sortez vos plus beaux strings, déballez vos plus belles liasses, on va regarder ça tout de suite dans la question de la mort. Belle photo, très très belle photo. C'est la vie. Une belle histoire d'amitié. Exemplarité, leadership, succès en finale. La question de la mort, c'est très carré. Ouais.
La question de la mort. Vous le savez, la question de la mort. La question de la mort. Pour chaque franchise, on se pose une question de la mort. Alors autant sur d'autres franchises, on pouvait un petit peu travailler le script et se dire tiens, qu'est-ce qu'on va se poser comme question. Autant sur les Rockets, je vous avoue qu'on ne va pas se prendre la tête. Bon alors, allô Houston, que se passe-t-il? On va faire l'apéro complet. Il est tout rouge. Exactement. Il y a un gros bouton, il est tout rouge. On va parler évidemment de la situation autour de James Harden, parce que on a eu plein d'éléments qui nous ont été donnés depuis plusieurs semaines, et vous aviez été nombreux à nous demander un apéro spécial là-dessus. Prenons la preview des Rockets pour faire le point sur ce qui s'est dit, sur ce qui se dit, sur ce qui peut avoir lieu prochainement, ou dans quelques mois, puisque, on le rappelle, l'élément principal, aujourd'hui, je récapitule Alex et on peut s'envoyer la balle là-dessus, James Harden a demandé à tourner la page et à aller ailleurs. On a parlé après notamment... 8 ans. Tout à fait. Après 8 ans de bons et loyaux services et de spacing. De bons et loyaux services, tu fais bien de le dire, parce que moi j'ai vu beaucoup de choses. On peut faire des reproches à James Harden. Hein. Non, j'ai vu beaucoup de choses, alors t'as l'impression que James Harden c'est la dernière des salopes. Quoi. Non, tout à fait. Je sais pas si je dois mettre Duncan Robinson dans mon deal. Stop. Tu vois, genre doucement. Stop. Exactement. Mais avant de partir sur ce genre de considération, nous rappelons que James Harden a demandé son transfert dans un timing particulier, qu'il y a eu une espèce de wishlist qui a été faite avec Brooklyn et Philadelphie tout en haut de la liste, mais que ce n'était pas tout. On a eu par la suite du Miami notamment et du Milwaukee qui ont été mentionnés. En gros, vraiment, on a l'envie claire et nette et confirmée là récemment pendant le camp d'entraînement avec la première vraie intervention publique de James Harden qui disait « Je suis uniquement intéressé par le fait d'être ici actuellement et on verra pour plus tard ». En gros. Ouais. Et donc, on a un joueur qui demande son transfert. On a des joueurs qui ne savent pas s'ils vont pouvoir jouer avec. On a des franchises qui sont intéressées par son talent et par son palmarès quand même. On a combien d'années de contrat encore, Alex ? Tiens, bah, tu me prends de court là. Eh ben, excuse-moi, je te le dis tout de suite. On a encore 7 saisons à 40,8 millions. La saison suivante à 43,8 millions. Et encore une derrière. Et la player option à 46,9 millions. Donc encore 2 derrière celle-ci, donc potentiellement 3, si tant est qu'ils prennent sa player option. Oui, non, c'est un énorme contrat à avaler. Ça a refusé. Combien c'était la prolongation qu'il a refusé là ? C'était 100 millions sur 2 ans. Il a vraiment envie de se casser. Quand un joueur commence à te refuser ce genre de somme, tout à fait. C'est mort, quoi. Tu vois. Exactement. Au sein de cette affaire, comme on le dit, il y avait donc ce contrat-là de James Harden. On a un manager nouveau, Raphaël Stone, qui a mis un nouveau coach et qui a envie aussi de tourner la page. Ça a mentionné notamment de la part d'Adrian Wojnarowski que s'il devait y avoir un transfert de James Harden, tu essayes d'avoir en contrepartie une jeune star et des futurs pics de draft pour essayer de reconstruire à Houston. Ah oui, je sais pas pour toi, Bastien. Moi, je suis GM de ce truc et je viens d'arriver. Tout aussi talentueux que soit James Harden, mais je fais les 29 franchises pour trouver un trade. Il n'y a pas moyen, en tant que GM, d'avoir envie que ça démarre comme ça. Tout à fait. C'est mort, on les connaît ces situations-là. C'est des situations merdiques qui finissent toujours mal. Bien toujours. sûr. Le problème, et je pense que ça, Alex, c'est le premier aspect qu'on peut mentionner, c'est que le problème, c'est que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, mettons du respect sur le nom de James Harden. On parle d'un candidat MVP podium depuis des années, on parle d'un joueur qui réalise des statistiques incroyables, mais qui effraie de nombreuses franchises, et les rapports sont clairs et nets en ce moment. Ce sont des franchises qui sont terrifiées à l'idée de récupérer un joueur qui, aussi talentueux soit-il, peut modifier ta culture, ton identité et ta manière de jouer. Ah mais attends, tout à fait. Moi, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, je voulais pas dire James Harden, tout va bien. Je voulais juste dire, ne mélangeons pas tout. Trouvons le juste milieu. D'un côté, t'as un joueur absolument extraordinaire au basketball. Genre ça, personne ne pourra lui enlever. Je crois qu'on Sa a parlé un carrière, lundi. Elle s'arrête demain. Bien il sûr. est Hall of Famer, tout ce que tu veux, il est incroyable. Il a été mentionné un lundi, comme on dit. Exactement. De l'autre côté, donc ça là-dessus, la franchise, moi je peux tout à fait entendre que James Harden, le nouveau proprio, ça se passe trop mal. On a eu des rumeurs là-dessus, attention, sur des histoires politiques. On va y venir. Politiquement pas très correctes visiblement, ou qui ont beaucoup énervé le Brody Westbrook et James Harden et tout. Moi je peux comprendre que James Harden, tout aussi superstar qu'il soit, pour des raisons extrasportives, il puisse plus blairer son proprio et qu'il ait envie de se casser. Ça enlève pas le joueur qu'il est. La façon dont il gère ça là, par contre,
me plaît pas trop. Et elle est très James Hardenienne, quoi. Hein, bien sûr. Désolé, là, il y a des reproches à lui faire. Je sais pas si tu voulais en venir là. Si, vas-y. Mais là, par contre, c'est... Enfin, genre, oui, t'es saoulé par le proprio. Par contre, là, ghoster ton coach, ghoster ta franchise... Tu t'affiches, genre il y a le training camp, toi t'es en birthday party de, je sais plus comment il s'appelle là. Lil Baby, t'es à Atlanta et à Las Vegas pour faire des... Tu balances tes dollars, quoi. Ouais, voilà, exactement, tu balances tes dollars et tout. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un, ça doit être James Harden qui m'appelle. C'est Raphaël Stone qui te fait chier. Il n'arrête pas de faire sonner mon téléphone et ça me perturbe. Mets-le en mode avion qui nous casse pas les couilles. Là, en fait, voilà, je vais le faire tout de suite. Voilà. Hop, voilà. Merci, ça sera pour plus tard, Raphaël Stone, les conseils. Non, mais là-dessus, James Harden, attitude pourrave, et ça joue vachement sur son dossier du coup, parce que autant ce que tu as dit est vrai là sur le changement de culture possible et tout, mais dans un dossier normal où en ce moment James Harden se comporterait bien. C'est la question de la mort, de la mort du téléphone. Laissez-moi. Non mais mets-le en mode avion comme ça on sera. Ça y est, c'est fait. C'est juste que je l'ai mal posé, il a glissé. Ok. Donc oui, Raphaël Stone désolé. et James Harden, oui je t'en prie. Ce qui se passe dans les 3 dernières semaines joue énormément dans la tête des front office. Non, mais c'est-à-dire que malgré tout ce que tu as dit, si James Harden là, il avait juste dit je veux me barrer, mais que derrière il était carré, réglo, à l'entraînement, machin, nanana, en gros un professionnel discipliné. Ouais, franchement, il y aurait déjà des. Mais il y aurait déjà, mais tout le monde, mais tout le monde serait sur lui. Sauf que ce qui leak de plus en plus, et c'est ce qui fait. Ça casserait ses effectifs pour James Harden. Évidemment, ce qui se passe, et là on le voit, et c'est aussi la culture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on voit la NBA d'une certaine manière, et il y a évidemment des choses qui se passent en coulisses dont on n'est pas conscient, évidemment. Sauf qu'il y a énormément de leaks. On a vu par exemple, prenons un exemple tout simple, le dossier Kawhi Leonard. On a vu au fur et à mesure que lorsqu'il y avait une affaire comme ça, c'est plus difficile de garder certains éléments un petit peu scred. C'est-à-dire que tu commences à voir des dossiers, tu sais, qui sont tombés il y a quelques semaines sur « Oh là là, il y a un système de privilèges qui est offert à Kawhi Leonard et à Paul George. » Ça, par exemple, c'était un exemple à Los Angeles. On est en train de voir aussi beaucoup de gens, soit au sein des Rockets, soit anciens au sein des Rockets, qui disent « Autant dire très clairement les choses, les Rockets, ça a été le royaume de James Harden. Tu veux Dwight Howard, tu as Dwight Howard. Tu veux Mike D'Antoni, tu as Mike D'Antoni. J'en veux plus de ce jouet, j'ai ce jouet. J'en veux plus parce que je préfère un autre. Et ben on t'enlève Chris Paul plus une palanquée de tours de draft pour être avec ton meilleur pote. On hypothèque l'avenir du coup. Exactement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu veux ce que tu veux, tu as ce que tu veux. Si ton agent c'est ta maman, très bien, on va gérer avec. Si tu as envie de faire telle et telle chose, très bien, on ne va pas te faire chier. Pourquoi ? Parce que tu es un candidat MVP qui nous permet d'être assez loin et on peut retourner et twister l'histoire comme on veut. On l'avait déjà répété, peu d'équipes, voire quasiment aucune équipe à l'Ouest a été capable d'autant menacer la dynastie des Warriors que les Rockets de James Harden. C'était il y a 2 ans avec Chris Paul, on était en Game 7 de finale de conférence quand même. Tout à fait. Donc il y a eu une espèce de royaume qui a été construit autour de James Harden, sauf qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec cet amas de privilèges qui commence à ressortir. Et des franchises sont terrorisées à l'idée de récupérer ce joueur parce qu'elles n'ont aucune certitude qu'à 31 ans, après tant d'années passées à avoir absolument tous ses souhaits réalisés, que du coup, il va s'ajuster dans une équipe où, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir marcher sur certaines de tes envies pour être champion. Mais exactement. Est-ce que James Harden a vraiment envie de gagner ? Bah, c'est ce qui a leaké. Non mais, est-ce que James Harden a vraiment envie de gagner ? Moi je pense que si t'es Pat Riley, si t'es Sean Marks, chez des gens au hasard, si t'es Daryl Morey à Philadelphie, qui connaît bien James Harden, si t'es Masai Ujiri à Toronto, voilà, t'es là, et ben moi je pense que ces gens-là qui sont quand même des GM respectés et très respectables, des patrons du sportif, même c'est même plus que des GM, oui. Je pense qu'ils se posent vraiment la question, est-ce que je casse mon effectif pour un mec, certes, hyper talentueux, monstrueux, mais est-ce qu'il va vraiment devenir le franchise player qui a vraiment envie, qui fait tout ce qu'il faut pour gagner ? Exactement, c'est toute la question. Et on l'a vu il y a quelques mois, Alex, on a parlé dans la preview notamment du Heat et celle des Wolves et des Sixers. On a vu
au moment où Jimmy Butler est arrivé, c'était un autre cas, mais au moment où Jimmy Butler est arrivé à Miami, on s'est dit, est-ce que la culture peut fit avec un joueur et est-ce que quelque part la culture peut changer un joueur? Et on a vu plus d'une fois ce cas arriver, on a vu avec des franchises qui sont tellement stables que ça marche. Parfois ça ne passe pas. On a déjà vu des franchises extrêmement stables où quand tu ramènes une certaine star, ça ne va pas matcher parce que c'est comme ça. Même le Heat, même les Mavs, même les Warriors, même ces franchises modèles en termes de structure et d'identité, aujourd'hui tu te dis on met James Harden dans notre sauce. Tu vois, ils sont là, genre... Eh ben, je suis comme toi. On se dit... Tu vois, parce qu'en fait, pour parler par exemple du Heat, où il y a eu quelques brins de rumeurs, il y a eu des brins, on va dire, où j'ai vu des trucs genre, oh, on va quand même pas laisser partir Tyler Hero et Duncan Robinson, et les gars, c'est un MVP, il est monstrueux. Le vrai souci, c'est pas vraiment le package que tu mets. Le vrai souci, c'est pas vraiment ça. Le Heat vient d'aller en finale NBA et tu leur rajouterais potentiellement James Harden contre des jeunes. Ça se réfléchit très fort. Je pense, moi, que le vrai souci, c'est que Houston essaie de gratter de ouf et que en face, les franchises sentent que comme Houston est dans la merde, bah après, ça reste un business. Hein, donc là, c'est sans pitié. Hein. Là, Houston est un peu dans la merde. Donc, tu essaies de leur en donner le moins possible en disant, mec, de toute façon, il va falloir que tu le lâches. Donc, prends mon offre parce que tu n'auras pas mieux ou je sais pas quoi. Tu vois, j'imagine bien les discussions. Mais je pense aussi, et notamment côté Pat Riley et Rick Spoelstra, je pense que clairement, ils veulent pas trop lâcher parce qu'ils veulent essayer de voir. Et surtout, bien, quoi. Ils veulent... Comment ? Le groupe vit bien, quoi. Ils veulent pas trop lâcher non plus parce qu'ils disent, attends, putain, on va casser notre groupe qui allait en finale pour un mec qui va vouloir visiter tous les strip clubs de Floride là. À Miami. À Miami. À Miami. À Miami, quoi. Tu vois ? Non, à Miami, tu vois, il serait à Milwaukee. Et déjà, je pense encore que Milwaukee, c'est une ville très respectable où il doit se passer des choses très cool la nuit. Mais est-ce que tu Miami, connais le moufle même, Est-ce que tu connais le moufle Paradise à Milwaukee? Non, mais c'est sûr. Il y a des franchises qui sont terrorisées. Ça joue forcément. Bien ça joue sûr. Forcément. C'est le professionnalisme. Est-ce que Jimmy Butler a envie qu'on lui mette dans son équipe un mec qui va débarquer, qui va être considéré comme plus fort que lui parce qu'il a déjà été MVP, parce que blablabla et tout, mais qui va pas du tout avoir la discipline de Jimmy Butler? Non, bien sûr. Oh là là, moi je suis pas sûr qu'il ait envie. Hein. Moi, peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est une naïveté mal placée, et je veux bien ton avis et votre avis là-dessus, mais tu parlais tout à l'heure de ce désaccord entre Tillman Fertitta et James Harden, et c'est indéniable. Et même James Harden a leaké, et j'ai pas forcément mordu à l'hameçon, mais il mentionne le fait qu'il ne sent qu'il ne peut pas gagner à Houston, et dans les faits, on peut pas trop lui en vouloir. C'est vrai que quand tu es à Houston aujourd'hui, tu te dis pas t'es candidat au titre. On peut pas trop lui en vouloir. Et on peut lui en vouloir sur d'autres aspects, mais juste en l'état, Alex. Là, tout de suite aujourd'hui, tu veux dire? En l'état, t'es James Harden, t'es à Houston, je pense qu'on est d'accord, tu ne joues pas le titre. Surtout vis-à-vis de la concurrence. Et donc, c'est pour ça n'ont pas été mentionnés, no disrespect, mais Atlanta et Phoenix, tu vois ce que je veux dire? C'est que si ça avait été ça, on se dirait genre, ok, en fait, il a juste envie de se barrer, etc. Brooklyn et Philly, ce sont des équipes qui essayent, si tu veux, de jouer le titre, et essayent d'aller loin. Et quand ça parle de Milwaukee et de Miami, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas non plus une mention du genre, j'ai envie d'aller juste ailleurs et laissez-moi tranquille. C'est que je crois, en effet, qu'il existe dans la tête de James Harden, je ne sais pas quel pourcentage ça représente, mais une forte part de j'ai envie, après avoir eu pas mal de succès individuels, de redécouvrir les finales NBA, etc. Moi, la plus grosse question, c'est que tu peux avoir cette envie, mais comment est-ce que tu... en SMS depuis les strip clubs? Oui, alors, exactement. Premièrement, déjà, comment est-ce que tu peux, ou même par rapport à... Exactement, ou par rapport à Steven Silas, par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est difficile d'avoir cette pensée-là et de ne pas être professionnel derrière. C'est indéniable. C'est indéniable. Mais même au-delà de ça, c'est que si tu sors par exemple de Houston et que tu deviens un mec très carré, etc. Imaginons un scénario où James Harden se dit « Ouah, je vais être pro, etc. À Brooklyn, ça va être parfait, etc. » Moi, c'est la question, c'est surtout sur le terrain. Est-ce que James Harden est capable de jouer à un basketball en respectant évidemment ses skills et son talent extraordinaire, mais est-ce qu'il est capable aussi de s'ajuster aux demandes et aux besoins d'une équipe qui joue le titre? Parce que Alex, tu vas me dire, mais là autant mettre les points sur les i, une équipe qui joue le style de James Harden, comme on l'a vu ces dernières années, est-ce que ça va jusqu'au titre? Si il y a un vrai coach qui met en place des tactiques autour de lui pour le débourber de certains soucis quand on défend trop bien sur lui, oui. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Bien sûr.
Évidemment que tu peux jouer le titre avec un mec du talent de James Harden. Tout à fait. Moi, ma question, elle est pas sur son talent. Ma question, elle est vraiment sur son mental. Oui, tout à fait. Mais il faut l'avoir aussi dans un terrain, plus que même uniquement en dehors. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un vestiaire, bon, Mais il faut avoir son les mental attitudes qui d'une vont avec. manière globale. Bah ouais, sur bien sûr. son attitude, sur comment il se comporte, comment il communique. Ok, donc ça, c'est le côté extra-terrain. Et sur le terrain, genre le côté... alors après, Mike D'Antoni l'a pas aidé, mais le côté buté. Le côté, genre, je suis pas propre, je suis dans un très mauvais soir, bah c'est pas grave, je continue quand même, tu vois. Désolé, mais moi, ça, pour moi, c'est un énorme défaut pour aller chercher un titre. Énorme défaut. T'as le... Ouais. Pardon, Et c'est vas-y. pour ça, je pense aussi que, parce que tu vois les Nets, là tu parles des Nets. Il y a Kevin Durant, bon, il a dit que c'était pas vrai et tout ça, machin, mais enfin, on sait que Kevin mais Durant est quand même copain avec James Harden, on le sait. On Ok. sait que Kevin Durant gère une boîte de com, hein, comme on dit. Ouais, magnifique gestionnaire de boîte de com, comme James Harden, hein, les deux ils font bien la paire. Hein. Là, tu les mets tous les deux là. Salut, jeune attention, entrepreneur. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais pourquoi Brooklyn? Il y a eu des rumeurs de package là un peu sérieux. Brooklyn, hein, on a fait la preview. Hein. Brooklyn a un roster d'une profondeur tellement hallucinante avec tout type de joueurs, tout type de postes, tout type de potentiel d'âge. Enfin, c'est quand même, t'es d'accord. Brooklyn peut mettre dans les mains de Houston un package. Moi, je trouve il est compliqué à refuser pour nos amis de Houston si Brooklyn le fait vraiment. Je sais pas ce que t'en penses toi. Genre le package avec plein de mecs de Brooklyn, des bons role-players, des jeunes, Caris LeVert, machin, tout ça, ça se regarde très très fort côté Houston. Pourquoi ça n'a pas été fait dans les faits réellement, je veux dire? Peut-être que Sean Marks, tout aussi Kevin Durant qu'il est, peut-être que qu'il vient le voir dans son bureau, toc toc toc, je voudrais mon copain James. Peut-être que Sean Marks, lui, au fond de lui, il fait attends, Kevin. Moi je t'adore, je pense que t'es le meilleur joueur de la Terre, je pense que LeBron James tu le mets dans ta poche tous les soirs quand tu veux. T'as vu la team qu'on a, on peut gagner le titre avec ça. Non, bien sûr. Pour poursuivre ce que tu disais là, je suis totalement d'accord. J'en rajouterais même, je vais me permettre, parce que c'est pas un chef d'accusation, mais je me permets quand même. Là, en ce moment, entre ce qui se passe, relayé par Shams Charania, relayé par Adrian Wojnarowski, relayé par Mark Stein, relayé par les pontes de l'information américaine, en ce moment, moi, tu me dis qu'il y a Raphaël Stone ou la maman de James Harden en communication directe avec ces mecs-là pour leaker un nombre d'infos de dingue, ça ne m'étonne absolument pas. C'est-à-dire que tu me poses la question, par exemple, par rapport au package des Nets, pourquoi est-ce que ça n'a pas appris ? Parce que quelque part, parce que c'est même pas Sean Marks en fait. Parce que moi, quelque part, aujourd'hui, je me dis honnêtement, c'est juste que Raphaël Stone, il est là avec les Rockets et il fait putain, il y a personne qui mord à l'hameçon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire élever le truc, quoi ? Et bien, soudainement, les Bucks et le Heat sont sur James Harden. Donc du coup, c'est que tu fais avancer tes jetons et tes dominos pour faire en sorte que les Nets et les Sixers puissent se dire mais en fait, on peut vraiment le louper. Sauf que si t'es Kevin Durant, et ça c'est notamment revu et réceptionné du côté de Kyrie Irving dans ses récentes déclarations, autre as de la communication. Ah, non, franchement, là, il y a du génie. Ah, mais j'aimerais tellement. Ouais. Mais on l'a vu notamment dire, et avec d'autres joueurs, on aime beaucoup James Harden, etc., mais on lui souhaite le meilleur, lui c'est lui, et nous c'est nous, et on s'occupe de nous. Et je pense vraiment que les Nets, ils sont là genre, en fait on est excités déjà à l'idée de jouer entre nous, arrêtez de casser les couilles à Jarrett Allen, à Spencer Dinwiddie et à Caris LeVert, on a grave de potentiel, on a un bête de coach, on y croit, arrêtez de nous mettre ça dans les jetons. On vient de voir une rumeur, Ben Simmons, les Sixers seraient prêts à le transférer. Daryl Morey, il a pris le premier mic qu'il a pris Daryl Morey, il a fait qui que ce soit des Rockets qui lâchent des trucs comme ça, les frères, mais genre nous on ne touche pas à Joel Embiid et Ben Simmons. Point barre. Après, on le sait aussi ce qui se dit là et ce qui se passe dans quelques semaines. Et puis attention, Daryl Morey, on l'a déjà vu faire genre moi je trade pas Chris Paul, non, je trade pas Chris Paul, moi. Ceci est un vase. 2 semaines plus tard, il y avait Westbrook, hein, c'est quand ça. même. Hein. Ceci donc, est un tube de mayonnaise. Les GM, c'est pas non plus des saintes ni touches. Les mecs, ils savent mentir. Ils savent eux aussi balancer des faux bruits. Tous les faux bruits. Enfin, les fausses rumeurs, pardon, ne viennent pas forcément de Houston. Tout à fait. Mais c'est vrai que t'as raison. Si t'es côté Rockets, vu de la mouise dans laquelle tu es, bah ouais, t'essayes de faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, qu'est-ce qui va t'arriver ? Bah tu démarres la saison. Tu vas avoir un James Harden comme ça, là ? Bien sûr. Ouais, comment tu fais, là, avec mais ça, là ? C'est pour ça que, comme je te disais, là, quand on a vu le dossier Westbrook, et toi, tu l'as mentionné notamment, et on a discuté de ça dans un apéro, de la difficulté que ça représentait de transférer Russell Westbrook. Un mec, quand même, qui était en triple-double de moyenne les dernières saisons, etc. T'as dû faire un swap pur et simple contre John Wall.
Moi, je pense que t'es Houston en ce moment, tu fais genre. Merde. Tu fais chier. Mais en fait, on a des offres, c'est vrai. Il y a des offres. Et moi, on n'est pas en train de dire que c'est tout noir et tout blanc. Il a dit attends, je te donne. Regarde, tu vois Kelly Olynyk et Myers Leonard, je te mets un petit Tyler Hero, on n'en parle plus. Et un pic de draft et Zou. Et tu te démerdes. Et regarde-moi, Raphaël, tu n'as pas d'autre offre en fait. mais je pense que les offres, elles sont là, mais qu'elles sont un peu trop maigres et que je pense que Raphaël Stone, en tant que GM, ne peut pas se permettre, dès les débuts de son mandat, de transférer le meilleur joueur de sa franchise depuis 8 ans et un MVP contre une offre qui est trop basse, parce que sinon, il va se faire lapider dans la seconde. Moi, Alex, le point que j'allais mentionner, et je veux bien ton avis là-dessus, c'est que on parle de James Harden, le joueur, le leader, la mentalité, etc. Je n'arrive pas, une fois qu'on a mis tous les éléments sur la table, je n'arrive pas à me dire, quand on voit des LeBron, des Giannis, des Doncic, des AD, etc., qui ont un certain niveau de responsabilité et de leadership, quand tu vois le leader de ta franchise en période de pandémie, de Covid, etc., il fait ce qu'il veut, c'est un adulte, très bien. Mais quand la NBA te dit, voici le protocole de quarantaine qu'on doit faire avant le camp d'entraînement, et que tu vas faire le zouave, et que tu sais très bien que tu vas être snappé et que ça va être filmé, etc. Et que ça a été fait, selon certains, assez volontairement, assez délibérément, pour annoncer aussi aux Rockets, je veux vraiment me barrer, je ne serai pas à ton camp d'entraînement. C'est sûr et certain. Est-ce que c'est trop difficile et est-ce que c'est assez rarissime d'avoir un joueur avec un tel talent, mais en même temps capable d'avoir des tels agissements? Ouais, et puis, mais oui, c'est rarissime. À ce niveau de joueur franchise player, tout à l'heure j'ai fait des punchlines avec Rodman. Rodman avait quand même été connu pour ses frasques et tout extra sportives. Ça n'a jamais été le franchise player d'aucune équipe, Rodman. Ça a toujours été un joueur ultra important. Tout à fait. Ça n'a jamais été le franchise player. Faut pas déconner. Mais bien sûr. Donc c'est différent. Après j'ai vu des choses aussi. Les gens étaient là et disaient oui, mais regardez les Pélicans, ils ont réussi à s'en sortir avec Anthony Davis et tout. Oui, d'accord. Mais là il y a une énorme différence. Déjà. Anthony Davis n'a pas du tout les casseroles comportementales de James Harden. Anthony Davis, il savait qu'il allait aller aux Lakers. Il voulait aller aux Lakers. LeBron James voulait qu'il vienne. Anthony Davis, il savait qu'il débarquait dans l'équipe de LeBron James. Ceci est l'équipe de LeBron. Il n'y a pas eu de problème. Moi, ma question, c'est James Harden, demain, s'il est tradé, par exemple, aux Bucks, j'y crois pas du tout, hein, mais non, tu vois ce que je veux dire? Non, mais genre, est-ce qu'il est capable de dire, genre, c'est mon équipe, tu sais, genre, il arrive, c'est chez moi, tu sais, tu vois ce que je veux dire ou tout pas? Tout à fait, mais même un autre exemple. Ça, c'est un problème. À la limite, Giannis, c'est un level assez up, mais imagine, t'arrives à Miami. Ouais, bah, j'en parlais avec Butler tout à l'heure. C'est l'équipe de qui? Et du coup, les managers expérimentés et de haut niveau qu'on a dans ces franchises-là qui potentiellement pourraient se positionner sur James Harden, je pense que ça, ils l'ont bien en tête et qu'ils savent que c'est un problème. Quand en plus, ils voient que l'autre, il est au strip club au lieu d'aller s'entraîner, ils appellent Stephen Silas, ils font « Mais gros, tu vas me prendre mes contrats finissants, sinon je te prends pas de James Harden en fait. » Non, c'est clair. Oublie les jeunes talents. Et puis, oublie les 4 pics de draft. Bien sûr. Et puis pourquoi c'est un grand malade. Et puis pourquoi c'est Robert Traylor qui se ramène au camp d'entraînement? Parce que là, j'ai pas du tout le même joueur que j'attendais. Bon, attention, oui, je pense qu'on verra sur le terrain. On verra sur le terrain. Et puis en plus, James continue à mettre la sauce à tout le monde, quoi qu'il arrive, donc laissons-le tranquille. Typiquement le genre de joueur, ça. Il peut vite retrouver de la forme. Mais oui. Mais c'est comme Nico. C'est les joueurs généreux. C'est comme Nicolas. Non, mais tu vois, on en a vu dans plein de sports et tout. Peut-être hors poids de forme et tout, bien sûr, au début, comme ça. Et puis encore, faut voir parce que c'est une photo, il est en jog. Combien d'épaisseur il y a là-dessous? Il a l'air trop gros, hein, attention, on va pas se mentir. Mais juste. Il a l'air hors de forme. Voilà. Ça se trouve, James Harden un peu bedonnant, pardon. Peut-être il met 32 points par match en fait. Quelle chute à 31 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne. Voilà, c'est un peu ça. Oui, et puis je pense en plus qu'il est capable, quand il s'y met, de. Va à la salle, ça s'y remet, ça perd les 6-7 kilos qu'il faut perdre, et bim. Mais on vient de parler d'un joueur ces dernières années qui faisait des trucs au scoring qu'on n'avait pas vu depuis Kobe et Jordan, genre ça va. Donc c'est marrant, je trouve ça très drôle, ça dénote bien dans quel état d'esprit est James Harden en ce moment, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Moi non plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est son avenir. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Et bien maintenant, justement, pour finir cette question de la mort, parce que sinon on en a encore jusqu'à à peu près mardi matin. La question, la vraie, la réelle, après avoir exposé tous les éléments, évidemment on vous attend par rapport à tout ce qu'on vient de mentionner dans les commentaires. Alex. Je la vois venir ta question. Ah bah oui. On y va. Et vous allez aussi y répondre. Ouais, que vous fassiez la vaisselle haute. Posez-moi cette assiette. Ouais, James Harden est un membre des Rockets. Jusqu'à quand? Comment est-ce que tu vois l'avenir de James Harden aux Rockets? On parle en semaine, on parle en mois. Ton avis, après je donne le mien.
Tu veux parler en jours? Ah bah ça c'est sûr, je parle certainement pas en mois. Je te le dis cash. Pour moi c'est pas envisageable, il faut qu'il s'en aille. Au plus tard, du grand plus tard, ça passe pas l'hiver en fait. Ça passe pas le mois de février. Tu parles en mois. Hein. En semaine, je parle en 8 semaines quoi. On parle en semaine. En 8 semaines, on peut dire 2 mois si tu veux, mais quand je veux dire je parle pas en mois, genre il a encore 3 ans de contrat, ça fait pas la saison hein, pour moi. C'est pas. Ou alors si ça fait la saison, c'est à mon avis une énorme erreur côté Houston. Vaut mieux appuyer sur le bouton rouge, quitte à ce que la contrepartie ça soit pas exactement celle que t'aurais voulu, mais oh là 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 là. Gratte ce que tu peux et envoie la bête. On vient d'avoir la confirmation que la trade deadline est le 25 mars. Vous le notez, hein, parce qu'il y aura évidemment un gros bull sur la chaîne préférée de ta chaîne préférée. Toi, tu dis quoi, toi, tu dis qu'il va jouer? Tu te dis le titre pour les Rockets, toi? Non. non, je pense que c'est... Je pense que c'est un cas vraiment extraordinaire et qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que je ne serais pas étonné que soit ce soit transféré dans les prochains jours avec une contrepartie fucked up, soit il joue 2 mois et il se fait trader mieux. Exactement, soit je ne serais pas étonné parce qu'on l'a pas encore trop mentionné, j'en avais parlé avec Redouane notamment sur les réseaux sociaux, du fait que la NBA pourrait investiguer si James Harden fait une sorte de boycott aussi. Quel boycott de quoi? Je ne veux pas jouer aux Rockets. Je joue un peu, certes, mais en fait, moi c'est bon, j'ai demandé mon transfert. Mais ils vont faire quoi? La NBA, ils vont lui mettre une amende? Ils vont faire quoi? Ils vont lui mettre la tannée. Hein. Respecte ton contrat. Je pense que ça se joue en semaine. Je pense que ça se joue en semaine et qu'on va avoir un trade de James Harden, mais que ça va être une horreur. J'espère pour les Rockets que ça va être rapide, mais je crois qu'Alex, on est au début de quelque chose de vraiment énorme. Ça, en fait, le vrai problème des Rockets, c'est que nous, là, on sait pas, nous, hein, parce qu'on n'est pas Wojnarowski ou Shams Charania ou Mark Stein. C'est que j'ai vraiment l'impression que les offres qui arrivent, elles sont dégueulasses. Ah non, mais c'est chaud. J'ai vraiment l'impression que Pat Riley, Daryl Morey, Sean Mark, ils sont là. Alors attends. Tu t'en souviens, André Drummond? Le nouveau GM, là? Ah, il est nouveau en plus. Ah, trop bien. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans Draft Day, là. Ouais. C'est dans Draft Day quand il appelle le jeune GM là qui stresse là. J'ai vraiment cette impression là. Bien sûr. Alors écoute-moi bien. Non mais bien sûr. Mais wow. et pourtant ça veut pas dire qu'on manque de respect à Raphaël Stone. Hein. Il fait des premières bases assez intéressantes. Moi j'aime bien. Non mais attends, le bizutage là, il est tendu. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ah non mais n'importe qui à sa place serait dans la merde. Attention, c'est pas contre lui du tout. Hein. Non, il se débrouille. C'est juste que là, qu'est-ce qu'il fasse l'autre? Il arrive, il a à peine pris son poste. Il y a Westbrook et Harden qui font, on veut se casser. Putain. C'est chaud. Ouais, non, je pense qu'il y a des mecs en effet qui lui disent mais attends, comment ça? Là la meilleure offre qu'on a c'est Kelly Olynyk, Tyler Hero et Duncan Robinson. Et en plus ils hésitent à mettre Duncan Robinson. Mais les mecs on va quand même pas faire ça. Comment ça Brooklyn il donne plus Caris LeVert? Attends, il reste quoi dans l'offre de Brooklyn? Philly, leur pion principal c'est Matisse Thybulle. Non mais les mecs vous vous foutez de mon cul. Non mais c'est tu gros potentiel à Matisse Thybulle. Tout à fait, mais alors là si tu fais un trade, oh là là. Non mais j'ai l'impression aussi que les offres sont pas top et que... Bah tu tentes ta chance là, t'es un GM expérimenté, tu vois ça, tu tentes ta chance. Tu dis sur un malentendu, je vais faire le trade de l'année. Ça peut passer. Ouais, non, sur un malentendu, tu tentes ta chance. Ça peut passer. Après, il a l'air tout à fait compétent, Raphaël Stone, et il va pas se laisser faire comme ça. Et bien sûr, mais il est dans une situation hyper relou, relou, parce que je te dis, la NBA, ils peuvent enquêter toute la vie. Ils vont faire quoi? Ils vont mettre des amendes à James Harden. S'il a pas envie, on sait très bien, ça reste du sport de haut niveau, ça joue beaucoup dans la tête. S'il a pas envie et que c'est d'être dans sa tête, ça va être compliqué de le forcer. Hein. Peut-être qu'il forcera sa way out. Dans tous les cas, sur cette incroyable question de la mort, qui a fait à peu près la taille de toutes les autres previews réunies, voilà, on va devoir enchaîner puisqu'on a un trophée du peuple à devoir décerner. Allez, un golden. C'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Vas-y, Alex. Et alors, c'est très beau. Propre. Exactement. Alors, nous sommes à Houston. Et nous avons un Gérard d'or à distribuer. Vous le savez, le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. C'est le joueur qui va nous faire cliquer sur les Rockets cette saison, à condition qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Alex, qui est ton Gérard d'or cette saison? Christian Wood. J'aime beaucoup. Oui. Le style, le joueur, ce qu'il amène et tout.
J'ai été, comme beaucoup, assez impressionné, et agréablement impressionné par par ce qu'il a fait, des opportunités qu'il a eues en fin de saison avec les Pistons l'année dernière. Enfin, en fin de saison, avant la suspension, hein, vous m'avez compris. Où il a profité du trade Kata et de bien dégueu de Drummond à la deadline et de la blessure de Blake Griffin. Il était en 20-10. Il a eu des minutes. Il était en 20-10, il y a des soirs, il était en 30-14, ouais. Tu vois, genre, il a eu des minutes, il a ramené ce qu'on connaissait déjà de lui, c'est-à-dire grosse énergie, bel athlète, hein, très explosif et tout, mais des mains, des longs bras et des mains, Bastien. Moi, je trouve qu'il est assez Je fais de mon mieux, Alex. Il est assez doué de ses mains. Il est vraiment pas maladroit, même un peu dans le périmètre, il est auprès du cercle, il est bon. C'est un excellent catcheur de lob, il roule bien, il pop pas si mal que ça. Agressif. Et il gobe du rebond parce que c'est un hustler. Parce que lui, c'est hustle life. J'aurais adoré le voir dans la même team que Russell Westbrook, ça sera pas le cas, ça m'aurait fait marrer, les deux hustlers là, de ouf, là, à se batailler chaque rebond entre eux, déjà limite. Mais je pense qu'il va être titulaire dans le dispositif de Stephen Silas, j'y crois beaucoup, en tout cas souvent. DeMarcus Cousins, déjà il jouera pas tous les matchs, et même parfois il peut être titulaire devant DeMarcus Cousins. Je pense que Christian Wood est un candidat au MIP. Clairement. Christian Wood, avec un John Wall à la main et des shooters sur les exters, il peut te mettre 18 points par match et te prendre 12 rebonds. Tout à fait. Sur une saison, sans problème. Alors après, je sais pas ce que ça gagne comme match. Ça, on en parlera plus tard dans une autre section. C'est un autre délire. Mais vraiment, statistiquement parlant, en pure production, je suis extrêmement curieux de voir Christian Wood avec 28, 30 minutes par match, tu vois, s'il gère à peu près ses fautes. Combien de rebonds il prend? Tu lui files 30 minutes? Combien de dunks il peut foutre avec des bons passeurs et des mecs comme ça? Plus, il est vraiment pas mauvais de lui-même dès qu'il est au poste, là, les petits hooks, les machins. Non, franchement... Je pense que c'est un joueur qui peut évoluer, peut scorer. On verra en défense pure, par contre, comment il se comporte vraiment. C'est pas le plus mauvais de tous, hein, mais tu vois, il a encore des progrès à faire. Mais offensivement, je pense que ses stats, s'il a le temps de jeu, pour moi, c'est typiquement le type de joueur. Il a le temps de jeu, il y a des stats. Voilà. Non, il peut être MIP tout à fait, Christian. Ça gratte du rebond, du offensif pour mettre des points, du machin, du truc. Donc ouais, c'est mon MIP. En plus, vraiment, je l'aime bien. Je le trouve spectaculaire. Et puis j'aime bien ce genre de joueur, un peu des parcours un peu atypiques. Là, tu vois, on l'attendait pas. Quel âge il a maintenant, Christian Wood? Christian Wood, je vais te dire ça tout de suite. Christian 25, Wood, 26 piges, non maintenant, il a 25 ans, à peine 25 ans. Tu vois, genre il est encore jeune, il a encore du potentiel, mais ça fait déjà un petit moment qu'il est en NBA, tout ça. Donc c'était un des intérieurs les plus surveillés de la free agency, de la courte free agency qu'on avait, et Houston a mis la main dessus. Donc c'est clair, c'est une bonne opération de leur part. Il va pouvoir se régaler à Houston. Mais j'y crois, moi j'y crois. Bon endroit, bonne responsabilité. C'est mon Gerrard. C'est ton Gerrard. Et bien évidemment, je prends mon James Harden, je vais prendre John Wall, ma poupée vaudou. Ça va, James? Non, c'est pas grave. Attends, c'est un peu dégueulasse, faut que je me lève les mains. Monsieur John Wall, ce sera mon Gerrard pour des raisons évidentes. On parle de lui et on est content de voir son retour parce que c'est quand même un joueur qu'on n'a pas vu depuis 2 ans sur les parquets et désolé, mais en fait quand John Wall joue au basket, en fait il se passe quelque chose. Enfin, il y a 2 ans quand John Wall était là, il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand il était là, il y avait une telle TNT qui était mise sur le terrain parce que c'est un joueur tellement spectaculaire, dynamique, qui met ses coéquipiers en avant, qui est un excellent scoreur et distributeur, qui a beaucoup de choses à rappeler et de bouche à fermer. Là vraiment, on est sur la situation quasi idéale, c'est-à-dire que tu as certes un transfert de Washington et donc tu quittes la franchise de cœur dans laquelle tu as été le meilleur passeur, le plus prolifique en tout cas de tous les temps. Tu vas à Houston où tu retrouves ton boy, DeMarcus Cousins. Et on t'a transféré contre Russell Westbrook et on t'a collé une étiquette, c'est « les Rockets sont vraiment perdants dans ce trade et on sent que la page va tourner ». Mais vous pensez vraiment que John Wall il va pas prendre ça personnellement en fait? Que le mec on est en train de dire « Oh là là, mais les Rockets, mais ils perdent Westbrook, ils vont bientôt perdre Harden. Comment est-ce qu'ils vont faire avec un John Wall sur une jambe et des Marcus Cousins qui revient lui aussi après 1 an et demi d'absence ?» Moi je pense que John Wall, on peut dire ce qu'on veut. Et pareil, dans le genre, dans la catégorie je me balade de strip club en strip club ou de soirée en soirée à pas être forcément le leader que j'attends, il y a une vraie belle... un vrai beau casier, je vais dire. Mais il y a un petit chemin. Il y a un petit chemin tout à fait. Et Wall, là-dessus, il y a
On ne peut pas raconter la carrière de John Wall sans dire qu'il y a eu des moments aussi de doute. Mais j'ai trop hâte de revoir le joueur tous les soirs. J'ai envie de voir ses pénétrations spectaculaires. En fait, c'est limite trop dommage qu'il n'y ait pas le public parce que je pense que le public de Houston serait tombé red dingue de ce gars. Il a 30 piges, il revient de 2 ans sans match officiel. Je veux surveiller son état de santé, la gestion de ses back-to-back par les Rockets. Mentalité, leadership, mettre ses copains en avant. Et en fait, ça peut aller dans tous les sens. Tu peux avoir aussi John Wall, la belle story en fait de la NBA cette saison, où en fait c'est le retour de Jean Mur à un niveau de meneur level All-Star dans les guards de l'Ouest, et où en fait tu as des belles performances des Rockets. Genre hier soir en fait les Rockets ils ont tapé Denver parce que John Wall il est passé en mode John Wall en fait, et que c'était le meilleur joueur sur le parquet et qu'il y avait rien à faire. Là ça fait une belle paire hein. Ah mais bien sûr. Et donc John Wall avec Christian Wood et John Wall avec des shooters et John Wall avec d'autres gars, et je sais pas pourquoi mais je sens assez bien la page John Wall. J'espère qu'on va avoir une saison assez complète, je m'attends pas à 72 matchs hein, évidemment hein, mais une saison assez complète de Jean Mur parce que je pense Alex, je te laisse confirmer ce que je vais dire là, mais c'est un gars, voilà, il a eu ses déboires, mais c'est un mec qu'on apprécie, quoi, quand même. C'est un joueur ultra spectaculaire, et quand il est sur le terrain, quel bonheur. Ah, le bonhomme, je sais pas trop quoi en penser, parce que ce qui dégage de l'extérieur, moi je suis pas un gros fan. Par contre, le joueur, j'adore. En plus, t'en as pas parlé, mais il a montré aussi qu'il était capable de faire des vrais efforts défensifs. Ouais, bien sûr, il m'a même du shoot et tout. Enfin, il y a de tout. Le shoot, c'est pas ce qui fait le mieux, mais il a essayé de progresser en tout cas. Donc non, extrêmement curieux, surtout là avec les matchs de pré-saison, comme on l'a dit au début, il a l'air quand même assez fit, quoi. Il a l'air là, quoi. Donc alors, extrêmement curieux de voir John Wall, ça c'est sûr. Les Rockets, John Wall, il va faire cliquer, hein, ça c'est sûr et certain. Donc comme on l'avait dit l'année dernière, eh bien les Gérard d'or de Houston, ce sont John Wall et Christian Wood. On l'avait bien prévu. Du coup, Alex, on va devoir passer à une autre petite section. Ouais, il va falloir faire péter un pronostic. Exactement, et bien c'est l'heure du pronostic. Wow. Regardez, c'est magnifique, on peut même parler pendant les sections. J'ai mis ce clic, excusez-moi. Dans la section pronostic, vous le savez, avec Alex, on doit annoncer le turfu des Rockets, mais on doit surtout donner une belle cote. Qu'est-ce qu'on a chez nos amis de Paris en Sport là pour ces Rockets ? Est-ce qu'on a quelque chose qui est chatoyant ? John Wall, 8,5 passes de moyenne, c'est à 2,05. Minimum, hein, bien sûr, comprenez bien la cote, hein, oui. 8,5 passes de moyenne ou plus. Je n'ai pas mis les Rockets champions. Il est capable. John Wall, on sait que John Wall à la passe, 8,5 passes, ça lui fait pas peur. En fonction de... Là, il y a des shooters autour de lui, il y a des intérieurs qui savent scorer. John Wall est un distributeur, John Wall est un joueur qui peut faire des différences en dribble et derrière, donc, utiliser ces différences pour lâcher la balle à des gens. Exactement, et donc il est capable, il l'a déjà fait plusieurs fois, non, Bastien ? Eh bien, j'allais te le dire, je les ai sous les yeux, John Wall, il n'est pas passé sous la barre des 8,5 passes de moyenne depuis 2013. Voilà, c'est ça. C'était il y a quelques années, quoi. On est bien d'accord. C'est ça. Donc c'est bien ça. Donc moi, j'aime bien cette cote. Hein. Moi, je trouve qu'à 2, là, c'est une cote, 2,05 d'ailleurs, c'est une cote vraiment tout à fait intéressante. Alors, surtout si James Harden finit par se faire trader, franchement, c'est limite de l'argent au coffre, cette affaire. Eh bien, moi, on est pas loin, on est border argent au coffre. Eh bien, moi, je me mets peut-être dessus, on va voir. Il me reste encore quelques previews pour savoir où est-ce que je fais péter la quicheta. Alex, est-ce que tu as un over-under ? Non, j'en ai pas. C'est pas grave. Parce qu'il y en a pas, il y a trop d'incertitudes. C'est vrai, on a trop d'incertitudes sur les Rockets. C'est pas bien grave, mais par contre, ce qu'on va faire sûr et certain, c'est se faire une petite horloge des 24. Est-ce que là-dessus, tu es prêt ? Exactement, je suis prêt. Magnifique. Vous pouvez le faire aussi. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Ce jeu, il est très simple. On doit jouer les experts. Avec un H et annoncer le turfu des Rockets. 3, 2, 1, Chuck Hayes. 35 victoires pour les Rockets, moi, cette année. Je les mets 9e et je pense pas qu'ils iront en play-off. Je préfère être franc. C'est mon avis comme ça, à l'instant T, là, maintenant, au moment où on fait cette preview. Pourquoi ? On parle beaucoup du cas de James Harden, ça va foutre le bordel. Il y aura aussi le cas PJ Tucker. Ça, tu peux vite perdre aussi l'âme de ton groupe, donc tu vas devoir reconstruire. Il y a du talent, mais j'ai confiance en Stephen Salas, en John Wall et tout, mais ça va prendre un peu de temps et cet Ouest est impitoyable. Il n'y a pas le temps. Donc moi, je pense que c'est une saison compliquée pour les Rockets et ça va se voir dans les résultats. Beau gosse. Parce que c'est tellement chaud de faire les Rockets en 40 secondes. En même temps, on vient d'en parler quand même pas mal. Donc après, les gens, ils iront piocher dans la preview les morceaux d'argumentaire. Évidemment que l'argumentaire est plus développé que là dans ces 24 secondes. Bon, je vais essayer de faire mon meilleur Alpha One. Je vais essayer d'être hyper rapide et de faire ça bien propre. 3, 2, 1.
Comme vous allez pouvoir le voir sur mon gros tableau, c'est n'importe quoi. J'ai mis les Rockets 6e avec 40 victoires. Pour une raison quand même qui est simple, c'est que j'ai énormément d'incertitudes sur la capacité des Rockets à pouvoir transférer James Harden rapidement. James Harden qui joue avec John Wall, ça gagne. Il y aura des matchs qui vont être remportés par les Rockets. Après, c'est certainement beaucoup trop haut, mais j'ai des incertitudes sur la capacité de Houston à pouvoir vite se défaire de ce transfert. Et surtout, s'il y a un transfert de James Harden, je veux bien voir la contrepartie. Parce que s'il y a une chouette contrepartie, Stephen Silas, j'ai plutôt confiance, il va bien les utiliser. Je me suis emballé, mais bon... Je sais pas si tu t'es emballé, ça se tient. Si tu récupères Kyrie Irving, parce que les Nets ils te lâchent Kyrie Irving. Regarde-le. Si tu as Ben Simmons en pivot. Ouais, bien sûr. Voilà, en 4, à côté de DeMarcus Cousins avec Christian Wood, ou à côté de Christian Wood avec DeMarcus Cousins qui sort du banc. Non mais, en fait là, honnêtement, faire ce pronostic-là aujourd'hui sur le nombre de wins des Rockets. Mais après-demain, il est out. Voilà. Moi, ma vision du truc et l'expérience qu'on en a de la ligue ces dernières années, quand c'est le bordel comme ça et qu'on sait pas trop les effectifs, c'est quand même dur de gagner des matchs. Même en régulière et surtout à l'ouest. Non, tout à fait. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec la NBA, c'est ne pronostiquer jamais quoi que ce soit, surtout dans une saison aussi what the fuck que celle qui arrive. Donc évidemment, voilà, les Clippers à la loterie et les Rockets top 5 de l'ouest. On va vous montrer le gros tableau ? Allez. Le voici, le gros tableau. Bon voilà, évidemment, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Les Rockets à 40 victoires, bon... Mais en fait, j'arrête pas de me dire, en fait, si James Harden est là, Houston, ça gagne en fait. Houston, ça gagne avec Harden. Mécontent ou pas mécontent, ça gagne. On a des vrais désaccords à l'ouest, c'est marrant. Hein. Ouais, on va se marrer. T'as mis les Rockets devant le Jazz, là, attends. Voilà. Évidemment. Ah bah ouais, je me permets. Hein. Pour les gens qui sont en train de faire la vaisselle, Alex a mis Portland hors des playoffs. Hein. Voilà, je me permets. Mais non, le contrôle. Non, évidemment, il les a mis 5e. Non, pour les gens qui regardent pas, what ? C'est juste pour ceux qui aiment briser des assiettes. Du coup, on va évidemment vous faire plein de bisous. Les fans des Rockets et de la Rockets Nation en France, on vous fait la bise. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Combien on fait plus que la bise là. Attention, James Harden fait beaucoup plus que la bise. Attention. On fait plus que la bise dans le sens, tu vois, on fait une vraie étreinte post-Covid, bien sûr, mais une vraie étreinte à distance en mode on est avec vous les frérots. Quoi, on pense à vous très très fort. Dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous consommez comme pilule tous les soirs avant de vous coucher. Et bien évidemment, je vais vous laisser avec l'indice d'Alex. L'indice, c'est Ange. Oh putain, ok. Bon bah démerdez-vous avec Ange. Et sur ce, on vous fait plein de bisous. Vive Houston. Ciao. Et à la prochaine pour une des 30 pivots en 22 jours. Des bisous. Ciao. Ciao.